Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La conférence de presse animée conjointement par deux organisations, PARSEM et Olucom, a été interrompue par la police dans la matinée de ce 14 mars. Les deux ONG locales demandent au gouvernement de suspendre provisoirement la décision de limiter l'espace de circulation pour les motos, les tuk-tuk et les vélos en mairie de Bujumbura. C'était une doléance également lancée par certains motards à l'intérieur du pays, comme vous allez l'entendre au cours de ce journal. Nous allons également vous parler de cette visite de deux autorités de la Fédération internationale de natation. Ces autorités viendront pour se rendre compte de l'étape franchie par la Fédération burundaise et contribuer à son développement. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. La police nationale burundaise a interrompu en cours ce lundi une conférence de presse organisée conjointement par les associations de la société civile PARSEM et Olucom. Ces derniers s'exprimaient sur la récente mesure du ministère de l'Intérieur d'élargissement des zones de circulation des vélos et des tricycles dits bajages et motos. Le point avec Armel Motori. Lors de cette conférence de presse organisée conjointement par l'Olucom et PARSEM, le président de la PARSEM a souligné l'impact de la mesure d'élargissement des zones de circulation de vélos, motos et tricycles en mairie de Bujumbura sur l'économie des ménages concernés, estimée à 100 000. Si nous analysons, il y a les conséquences que cette mesure va entraîner, notamment la perte du travail pour beaucoup de personnes, avec un impact sur environ 100 000 ménages. C'est une perte d'environ 50 milliards de francs pour l'investissement dans les tuk-tuk par exemple. C'est énorme. Le vélo coûte 500 000 francs. Combien de Burundais pourraient se payer un vélo sur le champ? Une autre chose, c'est le découragement des gens parce que dans les jours à venir, personne ne serait certain de pouvoir récupérer l'argent investi. Il a également fait ressortir les conséquences de la mesure sur l'économie du pays, notamment l'impact sur le volume des recettes. L'autre conséquence, c'est l'inflation avec la flambée des prix due à la rareté. Par exemple, le lait, le charbon de bois, tous ces produits qui arrivent en ville via ces véhicules, sans parler de la diminution du volume d'impôts et taxes que ces véhicules payaient. Selon toujours Faustin Dikoumana, la mesure pourrait susciter un sentiment d'injustice et être considérée comme un deux poids deux mesures parce qu'elle concerne les véhicules des sociétés privées et des particuliers et non ceux des institutions étatiques. L'objectif de cette conférence de presse n'est pas de contester la mesure du gouvernement selon le président de l'Olucom, mais plutôt de contribuer pour trouver une solution consistante et adaptée. C'est inhabituel de voir un ministre de l'Intérieur qui prend une mesure et que la mesure soit effectivement appliquée. Nous soutenons l'action du gouvernement. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est dans la manière et la méthodologie d'application de la mesure. Mais personne n'est contre leurs inquiétudes. Ce que nous voulons, c'est donner notre part de contribution. Cette conférence de presse a été interrompue par les forces de l'ordre avant sa clôture parce que selon la police, les deux organisations n'avaient pas l'autorisation de la tenir. Et toujours à ce propos, les chauffeurs des taxis-motos en province Ngodi déclarent que la mesure d'élargissement des zones de circulation des motos et des vélos et tricycles en mairie de Bujumbura n'a pas été bien accueillie. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro font savoir cependant qu'ils sont prêts à accueillir ceux qui vont aller travailler à l'intérieur du pays et demandent à l'État de revoir cependant cette mesure. Suivez-le. En y regardant de près, la mesure ne vise pas seulement les motards, elle vise tout le monde, car un boss qui importe les pièces de rechange des motos, des vélos, des tuk-tuk ne va plus pouvoir les importer. Le mécanicien qui répare ces engins
ne va plus avoir de travail. Celui qui lave ses engins de circulation n'aura plus lui aussi de travail. Ce que je demande à l'État est de garder la situation comme elle était. Vu que le président de la République nous exhorte tous à travailler, je ne comprends pas comment va être la situation si tout le monde arrête de travailler. Car les problèmes ne vont seulement pas toucher cela. Les commerçants et les autres qui exercent d'autres métiers seront tous touchés, que ce soit le conducteur d'une moto, d'un vélo, d'un tuk-tuk. Nous sommes tous concernés. Nous avons mal accueilli cette mesure car l'effectif va augmenter ici en Ngozi. Nous avons peur de ne pas avoir de versement qu'on essaie de revoir cette mesure. Des mécaniciens des motos vivent aux dépens de ces conducteurs. Les vendeurs des pièces de rechange vont manquer de moyens pour vivre. S'ils viennent aussi nombreux qu'ils étaient à Bujumbura, beaucoup de choses changeront. Car ici, même si nous travaillons, le rendement ne sera pas meilleur après leur arrivée. Nous n'aurons plus l'argent que nous gagnons. Nous les accueillerons comme des frères, car nous ne pouvons pas les renvoyer de la vide. Demandons à l'État qu'on les laisse travailler, car beaucoup parmi eux qui ont des familles en ville, cela va les entraîner dans le vol pour nourrir leur famille. Continuons ce journal par cette page santé. Le personnel de la santé doit savoir comment se fait la prise en charge des patients se trouvant en état critique. À propos du vice-président de l'Agora des anesthésistes et réanimateurs à Tarp, dans un atelier de formation sur la prise en charge des cas critiques tenu ce lundi. Luc Sabaroré appelle ces derniers à évoluer avec le temps. Suivez-le. À cet atelier de formation intitulé la prise en charge initiale des patients traumatisés parce qu'on s'est rendu compte que des accidents se multiplient du jour au jour, soit par la voie publique ou dans les industries. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi et contacté la fondation Primary Trauma Care qui enseigne la prise en charge adaptée, la prise en charge urgente d'une façon résumée et qui sauve. Et cela se passe par l'évaluation systématique en commençant par les voies aériennes et on poursuit parce que même si les voies aériennes ne sont pas en danger, mais qu'au niveau du thorax, de la poitrine, il y a des lésions. Cet atelier essaie de nous réveiller et de nous mettre à jour et précise une approche systématique et résumée qu'on appelle évaluation ABCDI, qui est pratique, que ce soit pour un patient qui vient aux urgences ou bien aux patients qui étaient même hospitalisés, mais au cours de l'hospitalisation, son état de santé s'aggrave. Pour bien traiter, il faut toujours utiliser cette approche, car cette approche permet de desserrer les anomalies ou bien ce qui met en danger en premier lieu le patient. Et en évaluant, il faut trouver la solution à chaque point. Quittons cette page de la santé et continuons ce journal avec la page de l'environnement. La mauvaise planification urbaine est un des facteurs favorisant des catastrophes et des inondations des rivières, explique l'environnementaliste Jean-Marie Sabouchimike. Propos tenus ce lundi où le monde célèbre la journée dédiée à la protection des rivières. Selon cet expert en environnement, le développement durable est impossible en l'absence d'une loi pour la prévention des risques et catastrophes liées au changement climatique. Suivez-le. Aujourd'hui, nous évoluons dans un système d'urbanisme avec un désordre parfait, puisque la ville continue son étalement vers les escarpements de failles de miroirs, son étalement jusqu'aux rives directes du lac Tanganyika, et son étalement occupe même des terres extrêmement marginales, des vallées et ravins. Et c'est ça d'ailleurs qui est à l'origine de
de ce que j'appelle là. Alors, c'est avec ces instruments d'urbanisme qu'on pourrait envisager des plans de prévention de risques que j'ai répétés depuis très longtemps. J'ai été le premier à réclamer ça, les plans de prévention de risques pour la ville de Bujumbura. Parmi les facteurs de vulnérabilité du Burundi face au changement climatique, il y a justement l'absence d'une loi pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes. Et cette loi viendrait en renforcement de deux autres lois, notamment le Code de l'environnement et le Code de l'eau. Cela permettrait une évolution très importante en matière de gouvernance et de développement au Burundi. Continuons ce journal par cette page sportive. Le président de la Fédération internationale de natation, accompagné par le président de la Confédération africaine de natation, rendra visite au Burundi, ce mercredi 16 mars. Cassien Bassogomba, président de la Fédération burundaise de natation, fait savoir que parmi les objectifs de cette visite figure la contribution de ces autorités dans le développement de la natation au Burundi. Dans une conférence de presse tenue ce lundi, Cassien Bassogomba signale que le manque plutôt de moyens financiers est l'un des défis qui bloquent le développement de la natation au Burundi. Suivez-le. Pour ce qui concerne les programmes, on a parlé des activités de la fédération déjà réalisées. On a fait des réunions statutaires. Parmi les réunions statutaires, on a organisé 2 assemblées générales. Une assemblée générale ordinaire, une autre assemblée élective. Nous avons un nouveau comité. Volet compétition, on enregistre déjà. On a fait 2 compétitions ici sur place. L'une concernant la détection des jeunes talents pour les écoles primaires. Donc, c'est une satisfaction pour la fédération. Pour l'année prochaine, plutôt cette année, on compte continuer dans le même sens des activités propres à la fédération. Voilà les programmes de cette année. C'est un programme pour nous équilibré, où on organise des compétitions nationales et on participe à l'étranger. L'autre volet concerne la visite inoubliable, qui sera inoubliable parce que c'est la première fois. Le président de la Fédération internationale vient ici le 16 avec le président de la Confédération africaine. Le défi, il y en a, et les défis de la natation sont difficiles à relever. Les problèmes, il y en a. Nous avons un problème de culture. Les gens n'ont pas encore compris qu'est la natation. Dis-moi beaucoup. Aussi, les infrastructures, les piscines. Il n'y a pas de piscine. Pour démocratiser la discipline, pour que les enfants soient beaucoup qui pratiquent la discipline. Ce sont des défis, aussi les défis des moyens de nos bailleurs, qui est l'État, les moyens pour les parents qui peuvent donner, les moyens pour les entreprises. Parce que la natation n'a pas encore créé un cadre de spectacle, donc il y aura moins de spectateurs et les sponsors seront moindres.
Et quittons Bujumbura et rendons-nous à l'international où une nouvelle session des pourparlers entre les responsables de la Russie et l'Ukraine devait se tenir le matin de ce lundi par vidéoconférence. Selon nos confrères d'Euronews, des avancées positives sont évoquées dans les deux camps, même si le combat s'est étendu à l'ouest de l'Ukraine. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens a débuté ce matin par vidéoconférence. Kiev a prévu de demander un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes, alors que des bombardements ont encore fait des victimes à Kiev et Donetsk ces dernières heures et que le conflit s'est étendu à l'ouest du pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi sur Twitter à l'attaque de Moscou contre une base d'entraînement militaire près de la frontière avec la Pologne. Nous condamnons l'attaque aux missiles de la Fédération de Russie contre le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité à Yavoriv. La brutalité doit cesser. L'attaque de cette base militaire ukrainienne aurait fait au moins 35 morts et 130 blessés selon les autorités locales. Plusieurs d'entre eux ont dû être transportés dans un hôpital. Les forces russes poursuivent leur offensive dans plusieurs zones du pays et notamment autour de Kiev. Dimanche, les médias d'État russes ont diffusé des images de ce qu'ils considèrent comme une colonne de militaires se dirigeant vers la capitale ukrainienne, où selon les autorités locales, les combats et les tirs se seraient multipliés ces derniers jours. Les soldats ukrainiens s'attendent à une attaque plus importante des forces russes stationnées au nord de Kiev, alors que les deux parties se sont engagées dans d'âpres combats dans les zones d'Irpin et de Boucha, deux banlieues de la capitale. Ils ajustent le tir en tirant des mines sur les positions. Ils se préparent à passer à l'offensive contre Kiev. C'est pourquoi ils essayent de nous faire peur, déclare Alexei, un soldat ukrainien de 46 ans. Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne dans un hôpital militaire de la capitale ukrainienne pour rendre visite à des soldats blessés et remonter le moral des troupes. Le président ukrainien continue d'exhorter l'OTAN à imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.